Donc c'est un peu comme Télé 7 jours, un rappel des épisodes précédents. En l'occurrence, le programme France Très Haut Débit, il est en train de se finaliser. Vous me contrôlerez sur les chiffres, hein. Plus de 20 milliards d'euros investis, un partenariat public-privé inédit à cette échelle, un souci d'équité territoriale et peut-être un French model qui semblerait se dessiner. En 2025, on estime que la France sera le pays le mieux connecté d'Europe, toujours sous le contrôle de Vincent, mais ce n'est que le début. Un investissement pareil doit tenir dans le temps et les réseaux doivent être robustes, évolutifs et toujours performants. Donc on va se poser plusieurs questions, hein. C'est comment assurer une maintenance à long terme de ce qui peut être considéré aujourd'hui comme un actif national partagé par les territoires. Alors la filière a des propositions, hein, et aussi des attentes, parce que la projection dans l'avenir ne doit pas occulter les difficultés encore saillantes dans le cadre de ces déploiements. Donc penser l'après, c'est bien, gérer le présent, c'est important. Voilà, donc sans plus attendre, la copie européenne, si je puis dire, avec Vincent Garnier, que je remercie beaucoup d'être avec nous, qui est directeur du FTTH Council, et qui d'ailleurs vous invitera certainement à Vienne à la fin mai. Je vous laisse le contrôle de la zapette et le micro qui est devant vous. Très bien, bonjour à tous. Juste deux mots sur le FTTH Council Europe, qui est une association européenne qui regroupe 150 acteurs de la filiale fibre optique. Nous avons dans nos membres des fabricants, des prestataires de services, des opérateurs, des investisseurs. Donc c'est l'ensemble de l'écosystème qui est représenté, avec pour ambition de promouvoir la fibre comme étant le média broadband le plus intéressant, le plus pérenne, et également celui qui est le plus favorable à l'environnement. Et c'est un point de plus en plus important. Alors, c'est pour avancer, c'est ça? D'accord. Alors, vous avez posé la question, mais je crois que le lancement a été fait de manière assez pesante sur est-ce que la France peut revendiquer la place de numéro 1? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la France en rugby a gagné le tournoi des 6 nations, ça c'est clair. S'il s'agissait des 6 nations de la fibre optique, je pense que la France aurait gagné aussi. La question se pose du tournoi des 39 nations. Là, il y a un débat et je vais vous éclairer sur ce sujet. Alors, indubitablement, la croissance fibre optique en France a été très spectaculaire. C'est vraiment reconnu partout en Europe comme un succès en termes de croissance du déploiement de la fibre. Sur le graphe que vous avez derrière moi, en bleu, c'est notre estimation du nombre de maisons, enfin de logements connectables. Donc, on arrive à 20 millions en 2021. Et ce qui est spectaculaire également, c'est le suivi parallèle du nombre d'abonnés effectifs à la fibre, qui a forcément une progression légèrement décalée, mais on voit la croissance vraiment parallèle à la croissance des installations. Donc cette croissance a été remarquable et elle a été remarquée en Europe. Ce que je vous présente ici sont des chiffres que l'on publie de manière annuelle et on fait un sondage, une analyse de 39 pays au niveau européen. Il se trouve qu'on est vraiment dans une phase de transition puisqu'on va publier la dernière version, notre dernière mouture dans 2 mois. Et donc là, je vous ai fait un petit spoiler. Je vous ai déjà donné les chiffres mesurés à la fin 2021 que nous ne publierons en fait que au mois de mai lors de notre conférence. Merci Vincent pour cet exclu, mais une question sans doute idiote, mais pourquoi 39 pays ? Parce que nous couvrons dans notre statistique de l'Islande jusqu'à Vladivostok, on intègre la Turquie, donc on a une couverture très très large. C'est une logique continentale et non pas une logique... C'est une logique continentale et non pas une logique Union européenne. D'accord, compris. Maintenant, quand on regarde de manière relative, c'est-à-dire quand on ne regarde pas uniquement le nombre de maisons pour lesquelles, de logements connectés, pour lesquels la France, je le confirme, est aujourd'hui numéro 1 en Europe. Donc on a dépassé l'Espagne. En termes de valeur absolue, le nombre de logements connectés en Europe, c'est le premier, en France, c'est le premier en Europe. Mais en part relative, en proportion de la population ou du nombre de logements disponibles, le graphe que vous voyez montre que la France se situe dans le peloton de tête. Clairement, son classement a augmenté de manière spectaculaire depuis il y a 5 ans, 5-6 ans au début du plan. On est aujourd'hui, comme on le voit sur le graphique, parmi les meilleurs, mais pas vraiment tout en haut. Notre projection, c'est que d'ici 2025-2027, dans nos estimations,
le classement de la France la placera parmi les tout premiers, très clairement, en part relative également. Vu la tendance, oui. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde un zoom un peu plus large, c'est que nous avons aujourd'hui, pour la première fois, en moyenne en Europe, la moitié des logements qui sont raccordables à la fibre. Donc on a passé ce point d'inflexion sur l'ensemble de l'Europe. Et si on regarde le nombre d'abonnés à la fibre en Europe, là aussi la France se situe au-dessus de la moyenne européenne. Là aussi, elle n'est pas parmi les tout premiers. Mais là encore, on estime que les projections nous amènent à penser qu'elle atteindra un niveau de leadership européen, je dirais à la fin du plan tel qu'il est prévu, vers 2025-2026. D'accord. Donc la tendance est très claire. En valeur absolue, aujourd'hui, la France peut revendiquer et pousser un beau cocorico, peut revendiquer une place de numéro 1. En part relative, il reste encore un petit peu de progression. Certains pays étant partis beaucoup plus tôt que la France dans la course au déploiement de la fibre. Alors, on m'avait posé la question du French Model. Oui. Est-ce que ce qui a fait le succès du plan en France est exportable en tant que système, en tant qu'organisation, en tant que modèle? Ma réponse est probablement non, parce que il y a des spécificités en France qui ne sont pas forcément aisées d'aller dupliquer complètement dans d'autres pays. Par ailleurs, chaque pays a sa propre organisation, a mis en place son propre plan, et je dirais les trains sont partis dans la plupart des pays européens. Est-ce qu'on retrouve dans certains pays cette logique de partenariat public-privé, c'est-à-dire de co-investissement public-privé, comme on l'a dans le cas des RIP? Pas exactement, il n'y a pas exactement la même chose. Il y a une certaine spécificité dans justement ce partenariat public-privé en France. On retrouve des éléments qui sont relativement similaires, mais il n'y a pas un seul pays, à ma connaissance, qui a une organisation qu'on pourrait considérer d'exactement semblable à ce qui a été mis en place en France. D'accord. En revanche, si l'Europe n'est pas je dirais un terrain d'exportation pour le modèle français, c'est clairement une opportunité pour l'ensemble des acteurs de la filière. Oui. Et ce qui est intéressant dans mon message aujourd'hui, c'est d'expliquer où se situe en fait la croissance. Alors je l'ai mis en anglais parce que je sais que tout le monde est bilingue dans la salle. Hein, aucun problème. Mais je m'exprime en français parce que c'est plus facile pour moi. Mais donc en quatre chiffres, si on est un acteur de la filière en France et si on regarde en Europe pour essayer de trouver des opportunités d'évolution d'un business, parce que d'ici quelques années, il sera difficile pour les acteurs qui aujourd'hui font le succès du déploiement de la fibre en France de maintenir leur activité s'ils ne trouvent pas d'autres terrains de développement. Et donc les quatre chiffres que je voulais partager avec vous, c'est d'abord le fait que il reste la moitié du chemin à faire. Il n'y a qu'à peu près 50% des logements qui sont aujourd'hui raccordables à la fibre en Europe. Que parmi les 50% qui restent à câbler, 60% de ce potentiel restant est concentré dans 3 pays. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Donc, s'il y a un plan de développement à faire, le focus, il est clair. Ces 3 pays représentent 60% du potentiel de logements raccordables en Europe, de ce qui reste à raccorder. Et dans ce qui reste à faire, une grande partie est en territoire rural, en territoire de faible densité. Donc tous ceux qui ont des solutions, qui ont une expérience pour effectuer de manière efficace le déploiement de la fibre en zone rurale, ils ont l'avenir dans eux parce que, en moyenne en Europe, le taux de pénétration de la fibre en zone rurale est de moitié inférieur à celui qu'il est dans le reste du pays. D'accord. Donc, on commence par les zones forte densité, c'est logique, et les derniers 20-30% ce sont généralement en zone rurale, dont toute capacité à être efficace dans ce terrain-là est vraiment particulièrement intéressant. Et enfin, amener la fibre jusqu'au pied de la porte d'un logement, c'est une chose. L'objectif, c'est quand même que les gens utilisent la fibre. Et aujourd'hui, on n'a que un logement raccordable sur 2 dont les propriétaires, dont les locataires sont effectivement raccordés et c'est effectivement abonnés à la fibre. Donc une grande partie du potentiel, c'est autour de toutes les solutions qui permettent de faciliter ce passage du logement raccordable à l'abonné, et à l'abonné, je dirais, satisfait, heureux, utilisant pleinement le potentiel de
de la fibre optique. Et je terminerai juste par le clin d'œil que tu mentionnais juste avant. Au FTTH Edge Council, on est justement une des meilleures plateformes pour permettre à tous les acteurs de la filière de s'ouvrir aux opportunités de la fibre en Europe. Donc, je vous invite cordialement à venir nous rejoindre dans notre conférence en mai, à participer à nos événements en ligne ou physique, à consulter notre site internet qui regorge d'informations, la plupart publiques et gratuites, qui vous permettent d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent. Et ce n'est pas faire insulte à Deauville que de rappeler que Vienne est une ville magnifique. Voilà, et que vous nous accueillerez là-bas pour nous révéler l'intégralité de votre étude, intégrant l'ensemble des chiffres effectivement de la fin 2021. Ce ne sera qu'un long cocorico. Un long cocorico, formidable. On viendra alors. Olivier Coroller, donc on a pris la perspective européenne. Avec vous, on va focuser naturellement sur la France. Je rappelle que vous êtes, d'ailleurs on va le mettre à l'écran tout de suite, hop, directeur général adjoint et directeur fibre, infrastructure et territoire à l'ARCEP. Donc, quelle est votre vision aujourd'hui? Alors, chaque fois que, effectivement, quand ici on cite des chiffres, c'est source ARCEP. Enfin, c'est notre Bible. Donc, aujourd'hui, votre lecture, où en sommes-nous de ces déploiements dont on dit qu'ils se sont fortement accélérés? On sait que ça va être aussi une question à double, je dirais à double face, qu'on abordera juste après. Mais voilà, aujourd'hui, état des déploiements en France, en zone RIP, en zone AMI, et quels sont les défis que doit relever, selon vous, la filière, notamment en vue de la pérennité des réseaux? Écoutez, peut-être, effectivement, je vais revenir sur quelques chiffres qui sont, je crois, très cohérents avec la présentation qui vous a été faite. Et ensuite, dire un mot, comme vous m'y invitez, des défis. Je crois qu'au-delà de la poursuite des déploiements, il y a deux principaux défis devant nous, vu de l'ARCEP. C'est d'une part s'assurer qu'on a un réseau qui marche, et ensuite accompagner, lors de la fermeture du cuivre, les utilisateurs vers le réseau de fibre. Donc sur les chiffres de déploiement, un chiffre peut-être à retenir côté ARCEP, c'est 5,6 millions de locaux rendus raccordables en 2021, donc ce qui est un niveau évidemment très élevé, qui reflète je crois un vrai succès industriel à mettre au crédit de la filière. Peut-être pour ceux qui tentent de réconcilier les chiffres avec la présentation précédente, je veux dire que la définition des locaux là qu'on retient n'est pas celle uniquement des logements résidentiels, mais qu'on s'appuie sur les recensements qui sont faits par les opérateurs des locaux potentiellement raccordables, donc qui incluent notamment les locaux à usage professionnel. 5,6 millions, on est à peu près au même niveau, un tout petit peu en dessous du niveau qu'on a connu sur l'année 2020, mais c'est évidemment très, très élevé. Et vous voyez sur l'histogramme la répartition par trimestre. Un chiffre que je n'ai pas indiqué sur ce transparent, mais qui est également très important, c'est qu'en parallèle de ce nombre de locaux rendus raccordables, on a un nombre très élevé de locaux qui ont été raccordés. Évidemment, vu de l'ARCEP, c'est tout aussi important. Donc le chiffre à retenir sur l'année 2021, c'est 4,1 millions de raccordements effectifs. Donc on est à un niveau tout à fait record, et ça montre que voilà, le réseau qui est déployé permet effectivement cette utilisation. Alors cette apparente stabilité dans les chiffres, hein, puisqu'on a globalement en 2020-2021 2 années avec des niveaux de déploiement très élevés, elle masque, et c'est l'objet de la planche suivante, des mouvements entre les zones. Des mouvements entre les zones, puisque ce qu'on a observé en 2021, c'est, disons pour faire vite, une relative stabilité des déploiements en zone très dense, hein, qui se poursuivent alors à un rythme qui est un tout petit peu plus élevé en 2021 qu'en 2020, mais qui est globalement stable. Une décélération assez nette en zone moins dense. Donc là, c'est la deuxième ligne. Et en revanche, en parallèle, une accélération très forte dans les zones d'initiative publique. Et vous voyez donc sur ce diagramme là, les flèches rouges qui représentent la croissance au cours de l'année 2021, on voit une vraie accélération sur ces zones, un démarrage aussi dans les zones AMEL, qui était, je crois, très attendu.
Voilà, donc c'est sur l'état des déploiements. Alors je dirais que si on compte pas exactement les locaux de la même façon, on se retrouve par contre sur les pourcentages qui, eux, dépendent finalement assez peu de la base d'analyse, et on pense avoir dépassé 70% de couverture du territoire en fibre optique, ce qui fait que l'objectif qui avait été fixé il y a quelques années de 80% du territoire couvert d'ici fin 2022 apparaît tout à fait atteignable. Alors sur les points de vigilance, parce que bon, ça faisait partie de la question, quel défi le point de vigilance principal vu de l'ARCEP, c'est de s'assurer que le réseau déployé est de bonne qualité, fonctionne. Et je dirais que là, peut-être un chiffre pour attirer l'attention sur ce sujet, qui ne figure pas sur la planche, parce que c'est pas un chiffre sur lequel l'ARCEP communique, mais c'est le chiffre de 5%. Alors, 5%, à quoi ça correspond? C'est dans les données que nous remontent les opérateurs commerciaux. Sur certaines communes, on observe un taux de panne, donc quand on rapporte le nombre d'incidents au nombre d'abonnés actifs, qui est proche de 5%. Et alors ce taux d'incident, c'est pas un taux d'incident à l'année, ni même au mois, c'est un taux d'incident à la semaine. Alors évidemment, c'est un peu extrême, c'est pas un chiffre qui reflète la situation des réseaux sur le territoire, mais je vous le cite parce que c'est évidemment un point de vigilance très important, même si là je parle de difficultés très fortes qui sont localisées. Je crois que ce chiffre, il illustre le fait qu'on n'a pas simplement un sujet de crise de croissance ou un problème de qualité qui pourrait se résoudre finalement naturellement avec le ralentissement des déploiements et la diminution du nombre d'interventions sur le réseau, qui naturellement crée plus de risques de panne. On a dans certaines zones des difficultés d'exploitation qui sont très fortes, qui, du point de vue de l'ARCEP, vont nécessiter peut-être des travaux de reprise, des réinvestissements importants. Et donc je crois qu'il y a une prise de conscience de tous les acteurs de la filière, mais c'est important d'avoir ce sujet de vigilance en tête. Donc j'ai rappelé sur ce transparent différents travaux qui sont en cours et qui mobilisent beaucoup d'entre vous. On a publié côté ARCEP un point d'étape fin novembre dernier sur ces travaux autour de la qualité de service, autour de 3 axes. Mieux contrôler les interventions avec la mise en place d'outils de notification en temps réel. Voilà, des plans de remise en conformité des infrastructures dégradées, un meilleur contrôle du respect des processus d'intervention. Voilà, avec un certain nombre de recommandations. C'est évidemment des travaux tout à fait prioritaires pour l'ARCEP. Et je crois qu'ils sont clés pour le succès du plan, puisque même si on a un vrai succès industriel pour les déploiements, le succès sera complet quand, je dirais, toutes ces difficultés d'exploitation qu'on cite seront résolues. Donc le plan d'action qui mobilise beaucoup d'entre vous, je l'ai rappelé là rapidement, je ne vais pas le décrire, mais je crois qu'on a besoin de continuer à y travailler. Et en tout cas, nous, on est mobilisés côté ARCEP sur ce sujet pour accompagner les acteurs. Peut-être un dernier point, un défi pour les années à venir, qui concerne la fermeture du réseau de cuivre. Moi, ça me paraissait important de le mentionner ce matin, parce que voilà, c'est aujourd'hui finalement qu'on discute des conditions dans lesquelles ce réseau de cuivre va s'éteindre. Orange a communiqué récemment un plan de fermeture du réseau qui est en consultation publique jusqu'au 4 avril. Donc il est encore temps de prendre connaissance de ce plan pour ceux qui ne l'ont pas fait, de faire des commentaires éventuellement dessus. À la suite de cette consultation publique, on aura une phase d'échange avec Orange, avec tous les acteurs pour voir si des compléments sont nécessaires au cadre de régulation. Ce que je voulais pointer ce matin, c'est que le calendrier de ce plan de fermeture arrive vite et que d'une certaine façon, ça nous oblige à régler peut-être les difficultés résiduelles, disons, qu'on rencontre sur le déploiement de la fibre, à la fois les problèmes de qualité que j'évoquais, mais aussi la réalisation des raccordements les plus complexes. Donc voilà, sur ce dernier transparent, on a fait figurer quelques éléments du calendrier qui est sur la table aujourd'hui, qui a une montée en charge quand même très rapide. Ce plan, il combine à la fois des fermetures commerciales à l'adresse sur des zones qui sont déjà couvertes en fibre optique,
et puis ensuite des phases de fermeture par zone. L'actualité sur le sujet, c'est une expérimentation qui est en cours dans différentes communes du Nord, des Ardennes, des Yvelines, dans lequel on a une fermeture commerciale, voilà, qui est prévue le 31 mars. Donc c'est ce qui figure là sous le terme de seconde expérimentation, peut-être plutôt deuxième. Voilà en quelques mots les principaux défis qu'on voit côté ARCEP. Merci Olivier, je vais vous demander de me rendre mon jouet. Merci beaucoup Olivier, on vous applaudit. Merci pour cette copie, merci pour cette alerte sur la question effectivement du cuivre, parce que ça soulève pas mal de questions, hein, cette transition-là. Je pense qu'on est un certain nombre de nos experts y reviendront tout à l'heure. Mais on a beaucoup parlé de la fibre là tout de suite dans la logique de FTTH, FTTB, parce que c'est la technologie reine et c'est ce vers quoi nous tendons. Mais voilà, je n'oublie pas que le très haut débit, la notion de très haut débit pour l'Union européenne, c'est 30 mégas. C'est une qualification en termes de débit, plus qu'en termes de technologie. Et on souhaitait donc associer à cette table ronde Christophe Foutier, directeur du développement et des affaires externes de Nordnet, pour parler aussi de cet effet ciseau. C'est-à-dire que moi, je le vois, je suis dans l'Allier, hein, donc département particulièrement rural en Auvergne, et il y a un effet ciseau. C'est-à-dire plus il y a de gens connectés, plus ça devient insupportable pour ceux qui ne le sont pas, ou mal. Et on voit émerger ici et là un certain nombre d'initiatives. Si je prends l'exemple de l'Allier, il y a 60 communes aujourd'hui qui ne sont pas comprises dans le plan à l'horizon 2025. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour eux en apportant du très haut débit, hein, au-delà de cette technologie reine qu'est la fibre à laquelle on aspire tous. Mais c'est vrai que parfois dans les zones rurales, à 60 000 euros le kilomètre de génie civil, ça se justifie pas forcément. Voilà. Donc Nordnet est fournisseur d'accès depuis 95, peut-être d'ailleurs parmi les premiers fournisseurs d'accès à vous être positionné en France. Bon, 27 ans après, c'est quoi votre positionnement sur ce marché du très haut débit parce qu'on connaît les technosatellites, on va y revenir, mais aujourd'hui, comment a évolué la démarche Nordnet et puis aussi de l'entreprise Nordnet elle-même? Bonjour à toutes et à tous, merci Sébastien. Oui. Tu l'as dit en introduction, tu as dit penser à l'après et gérer le présent. On est dans la gestion du présent chez Nordnet en proposant, comme tu le disais, l'accès au très haut débit autrement que par les réseaux filaires et en s'appuyant sur des technologies hertziennes, certains diront, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc chez Nordnet, on s'est très tôt engagé au service de l'aménagement du territoire. En tous les cas, l'objectif c'est d'apporter à tous un très haut débit, là où la DSL est de mauvaise qualité ou là où la fibre n'est pas encore présente. Ils sont en région Normandie aujourd'hui 7000 à nous faire confiance, 7000 foyers principalement, quelques professionnels qui s'appuient sur nos solutions alternatives qu'on déploie tantôt par satellite, tantôt par voie radio. Donc notre raison d'être, oui, c'est d'apporter le très haut débit tout de suite à ceux qui sont mal desservis par les réseaux filaires et on le fait autrement et notamment par satellite. On avait parlé l'année dernière de... Tout à fait, dans le cadre du lancement de Neosat, satellite très haut débit, qui est un satellite, je crois que c'est un satellite Eutelsat, CNES, Orange a participé au financement de ce satellite également. Je rappelle que Nordnet est filiale d'Orange. Et donc, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Alors, je vais pas vous demander, vous, en tant que directeur des affaires externes, ce que vous pensez de Neosat, mais qu'en disent les clients? Je suis obligé de donner mon point de vue sur cette offre, évidemment, avant de parler des clients. Mais globalement, oui, tu l'as dit, c'est la matinée des cocoricots, ce satellite qu'on utilise depuis maintenant 1 an, parce qu'on avait annoncé l'an dernier aux États généraux des RIP le tout récent lancement de notre offre Neosat. Depuis maintenant 1 an, c'est près de 10 000 utilisateurs nouveaux qui se sont connectés au travers de ce satellite qui est le fruit d'un savoir-faire français européen. Tu l'as dit, Eutelsat a commandé ce satellite. Il a été fabriqué par Thales Alenia Space. Il a été envoyé par Ariane et son lanceur Ariane 5 depuis Kourou. C'est un satellite géostationnaire. Il se suffit à lui-même pour couvrir toute la France. Et chez chacun de ses abonnés, on a installé tout simplement une parabole qui va permettre de faire passer de l'Internet en illimité par satellite. C'était la nouveauté qu'on annonçait l'année dernière. La promesse est tenue. Les clients disposent d'une connexion illimitée par satellite aujourd'hui. Et puis, un débit qui franchissait de nouveaux sommets avec ce nouveau satellite parce qu'on déploie simplement un débit jusqu'à 100 mégas aujourd'hui chez l'utilisateur en voie descendante. Donc, les témoignages sont nombreux et les clients, j'allais dire, plébiscitent la solution parce que il faut se dire qu'avant, ces familles qui étaient connectées par un ADSL à 512 kg n'en pouvaient plus de globalement essayer de se divertir par Internet, de télétravailler, voire de travailler quand le confinement arriva. Évidemment, ils plébiscitent la solution.
se former, se divertir, télétravailler, c'est devenu possible pour les foyers les plus isolés. Et puis, les entreprises, et a fortiori une forte proportion d'agriculteurs, aujourd'hui se dotent de notre solution. Parce que oui, un robot de traite, c'est connecté à l'Internet aujourd'hui. Un méthaniseur, c'est obligatoirement connecté à Internet pour remonter de la data en temps réel sur son fonctionnement et permettre à l'exploitant agricole d'avoir une vie sereine pour gérer à distance cet équipement, ce méthaniseur. Donc la population d'agriculteurs, ces exploitants ont un besoin vital de cette connexion. Et par définition, ils sont plutôt dans le rural, ces exploitations. Donc jusqu'ici, oui. Voilà, si vous voulez qu'on parle un peu d'agriculture et connexion Internet, on aura même sur notre stand le témoignage d'une exploitante agricole qui est dans le Finistère Sud à Bezec-Cap-Sizun. Et vous verrez, l'exploitation est ultra connectée et elle a un besoin vital d'Internet. Donc voilà, là, 1 an après, tout se passe bien et les clients sont satisfaits. Ouais. Mais vous, ça ne vous suffit pas, puisque vous revenez cette année avec encore une nouvelle offre qui s'appuie sur le New Deal mobile quelque part. C'est une offre en 4G fixe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Christophe? Oui, c'est vrai qu'on a pris l'habitude en fait de lancer nos offres et venir en parler tout de suite après aux États généraux. Donc oui, c'est très bien, ça me va. Ça va. On a quelque chose de nouveau à dire. Oui, il y a quelques semaines, quelques jours même, on a lancé une offre d'accès Internet au travers de la 4G. Alors, la 4G fixe, c'est pas nouveau. L'Internet par la 4G, c'est pas nouveau. Je vous l'accorde. Mais la nouveauté que nous apportons, eh bien, et c'est un peu lié à notre savoir-faire de pose d'antenne extérieure, c'est que nous permettons à ceux qui ont la 4G dans le jardin ou dans la cour, mais qui ne l'ont pas suffisamment dans la maison, de faire rentrer le très haut débit 4G en installant un routeur extérieur 4G de Nordnet à l'extérieur de l'habitation. On va fixer cette antenne, on va capter la 4G qui est dans la cour et on fait rentrer le très haut débit dans la maison pour apporter là quelque chose autour des 150 mégas en vitesse de pointe en voie descendante et puis 30 mégas en voie montante. Donc oui, c'est la nouveauté. Là aussi, on est très très content de ce lancement qui démarre et qui se déploie progressivement partout en France. Là où il y a de la 4G dans la cour, on arrive à la faire rentrer dans la maison et fournir le très haut débit. Alors on le voit, l'argent public est omniprésent dans le déploiement de la fibre, mais il l'est aussi dans le déploiement de ces solutions alternatives, puisque vos solutions sont labellisées par l'État, et donc il y a des subventions possibles auprès des départements, de régions. Donc ça, c'est toujours valable ? Alors, toujours valable, oui, parce qu'on parlait tout à l'heure, ou on en parlera aujourd'hui, j'imagine, des coûts de raccordement des plus isolés lorsqu'il s'agit de leur mettre la fibre. Tu parlais de plusieurs dizaines de milliers d'euros de génie civil pour aller apporter du très haut débit par la fibre. Ça arrivera un jour, peut-être, la fibre. Peut-être pas tout de suite. Effectivement, en attendant, nos solutions ont un coût plutôt raisonnable au raccordement. Il faut compter, on va faire assez simple, mais une antenne va coûter entre 200 et 300 euros, et la pose par un spécialiste va coûter aussi entre 200 et 300 euros. Donc ça fait un ticket d'entrée qui reste suffisamment raisonnable au regard des coûts qui seraient liés à un raccordement fibre extrêmement isolé. Alors l'État, oui, a décidé de renouveler en 2022 la subvention qu'il a déterminée au titre du dispositif des cohésions numériques des territoires. Donc nos offres sont aujourd'hui labellisées, ce qui signifie en quelques mots et concrètement que si vous résidez dans l'une des communes sélectionnées par l'État, et je crois qu'il y en a plus de 20 000 qui ont été sélectionnées par l'État, et que vous disposez d'un débit inférieur à 8 mégas, eh bien, vous pouvez prétendre à une aide financière qui prend l'objet d'une remise immédiate à la commande sur le matériel que vous allez acquérir chez nous et chez d'autres confrères qui sont également labellisés. Cette aide est reconduite pour 2022. Alors c'est vrai qu'il y a des territoires qui ont décidé d'aller un peu plus loin en abondant l'aide d'État, et c'est notamment le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a décidé effectivement de prendre en charge pour les plus isolés l'intégralité des coûts de raccordement à ces technologies alternatives. Et d'autres régions réfléchissent actuellement, et ça a complètement du sens effectivement que d'apporter immédiatement une solution à ceux qui sont dépourvus du très haut débit, en attendant la fibre. Et peut-être pour ceux qui l'attendront, devront l'attendre quelques années. On parlait de 2025, mais je pense qu'au-delà de 2025, il en restera. Et même si on est sur des arrondis où on va annoncer les 98 et 99% de taux de couverture, le 1% restant, on sera là pour l'accompagner du mieux possible. Et on le fera même au travers de technologies dont on parlera l'année prochaine, au travers d'un nouveau satellite qui arrivera. Et on en parlera l'année prochaine. Donc voilà, l'actualité est riche. Et je vous remercie de votre attention. Et on a un petit espace de convivialité. Vous retrouverez Neosat et 4G fixe. On peut vous accueillir et en parler avec grand plaisir. Merci à vous. Juste pour revenir sur effectivement ces sur-subventions locales, intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, vous en avez parlé, mais le reste à charge final, c'est 50 € de frais de mise en service, du coup. Alors, en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les 3600 communes qui ont été sélectionnées par la région et ses départements partenaires, oui, globalement, le reste à charge, il est de 50 € pour l'utilisateur. Puis l'abonnement, évidemment. Et l'abonnement, oui. Avec un délai de réponse, c'est-à-dire entre le moment où je signe et puis le moment où j'active mon service.
plus court, ça va être 24 heures. Parce que si vous abonnez demain matin, on vous expédie demain après-midi le kit et vous l'avez en chronopost le lendemain. Et si vous l'installez vous-même, j'allais dire, c'est fait. Donc le délai de raccordement est de 24 heures. Si effectivement vous souhaitez faire appel à un technicien qu'on vous envoie sur site, là le délai de raccordement est d'en moyenne 14-15 jours à peu près. Donc c'est assez rapide. Ça marche. Merci Christophe, on vous applaudit également. Et ça nous semblait important de parler de ça parce qu'au fur et à mesure qu'on déploie le très haut débit, les élus qui sont dans la salle le savent bien. Et pour moi, c'est pour quand? Et pour moi, c'est pour quand? Et pour moi, c'est pour quand? La fibre, elle passe chez mon voisin, elle passe dans la commune d'à côté, elle passe à 100 mètres de chez moi, et moi, je suis pas connecté. Donc, en attendant, ça peut être bien pour calmer le jeu de faire appel à des solutions qu'on pourrait appeler transitionnelles, sachant qu'il y a parfois des transitions qui durent longtemps. Hervé Rasclar, délégué général d'Infranum, on va venir vers vous autour de ce sujet donc extrêmement sensible. Merci beaucoup. On l'a dit, les ambitions de la filière française à l'international, mais aussi au national, le contrat stratégique de filière. Juste, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas à la première édition il y a 11 ans, mais les États généraux des RIP sont issus de cette relation entre Cœur Côte-Fleury et Infranum à l'époque, la FIRIP, qui se disent qu'à un moment donné, voilà, on doit structurer cette filière. Les RIP, c'est un enjeu national, c'est une filière stratégique, et c'est devenu au fil du temps. Il y a un contrat stratégique de filière dorénavant. Il y a des milliers d'emplois, mais je vais en parler à Hervé. C'est une belle filière qui s'est structurée et organisée et qui peut aujourd'hui maintenant rayonner en Europe. Et Vincent Garnier l'a dit, il y a des opportunités pour la filière. Merci beaucoup Sébastien. Et puis non seulement on l'a pensé ensemble, voulu ensemble avec Deauville, mais on est fidèles. Hein. On a changé de nom, effectivement. La FIRIP est devenue Infranum avec cette volonté d'essayer de structurer, de rassembler l'ensemble des entreprises qui font partie de notre réseau et de faire émerger une nouvelle filière française à côté d'autres fleurons. Et aujourd'hui, effectivement, l'État a labellisé fin 2019, alors juste avant une période un peu compliquée. Donc, cette filière est encore une jeune filière, elle est en train de grandir et elle a pour ambition de s'exporter. Je vais rebondir et sur les propos d'Olivier et sur les propos de Vincent. Il y a quelques temps, peut-être pour clôturer la période, les chiffres, à date avec peut-être un autre regard. Donc effectivement, je crois qu'on peut être fiers aujourd'hui, tous ensemble, collectivités locales, ceux qui ont innové, qui sont partis très tôt, et toutes celles et tous ceux qui ont suivi, mais aussi l'ensemble des opérateurs, hein, qui aux côtés des collectivités sur les zones très denses ou moyennement denses ont investi à leur côté pour faire de ce plan France très haut débit, je pense aujourd'hui un succès. On a passé la barre des 30 millions au moment où on se parle de prises déployées, c'est-à-dire qu'on est largement au-dessus des 70, et d'après notre observatoire, on devrait être donc à 85-86% à fin 2022. Donc on sera au rendez-vous. Et là, on peut être fier parce qu'un grand chantier en France qui est non seulement à l'heure mais en avance, je pense qu'on peut effectivement le citer comme exemple. Le rythme est toujours très élevé. Hein, simplement pour mémoire, parce qu'on oublie vite. Hein, on part d'environ 2 millions de prises. On déployait en France environ 2 millions de prises il y a 2-3 ans. On avait franchi la barre des 6 millions l'année dernière. On est encore à 5-6. J'ai écouté tout à l'heure, j'avais mis 5,5 sur cette diapo, apparemment c'est 5,6. Et sur ces 5,6, 3,3 dans les RIP. Hein, c'est-à-dire quand on parlait aux États généraux des RIP l'année dernière, on avait fait un tiers. On a aujourd'hui franchi la barre de la moitié des prises déployées en réseau d'initiative publique. On l'avait dit, hein, dans le cadre de notre observatoire, l'année 2021, l'année des RIP. Les industriels, je crois, et les collectivités ont été au rendez-vous, puisque 3,3 millions de prises de ces 5,6 ont été déployées donc sur les zones d'initiative publique. Alors non seulement on construit, mais surtout on commercialise. Il y a eu l'effet Covid, mais ça se poursuit. Aujourd'hui, effectivement, on fait un peu plus d'1 million de raccordements fibres par trimestre. C'est ce qu'on faisait sur une année entière il y a encore quelques années. Donc on parle beaucoup de qualité et je crois qu'il faut continuer à en parler, il faut continuer à s'améliorer. Je crois que le dialogue qui a commencé entre les constructeurs, les opérateurs commerciaux et les opérateurs d'infrastructures doit se poursuivre sur le sujet de la qualité. Mais je pense qu'il faut quand même être fier que ce réseau il est construit par les opérateurs et par les collectivités, et que derrière il y a des clients qui sont là, puisqu'un taux de pénétration, alors par rapport
au slide de Vincent, c'est pour ça que je rebondissais dans son classement. On n'est plus à 35, mais à 49% de taux de pénétration à fin 2021. Tu vas l'annoncer à Vienne, ce qui fait qu'effectivement, on est bien dans le top 10 aujourd'hui, y compris sur ce ratio. Donc les Français, foyers et entreprises, sont au rendez-vous de ce Pour le grand dire sujet. autrement, quand on avait des débats sur prises raccordables et prises raccordées, aujourd'hui, sur le volant de 30 millions de prises raccordables, on a déjà 14,5 millions. On a déjà 15 millions d'abonnés. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire que depuis la fin de l'année 2021 en France, on vous l'avait annoncé, ça a été conforté par le seul qui sait compter en France, sur lequel on s'appuie, qui est l'ARCEP, a bien confirmé qu'effectivement, à fin 2021, il y avait plus d'abonnés fibre en France que d'abonnés ADSL ou technologie alternative. Donc ce cap est franchi. Donc il reste devant nous quand même un chantier. Il faut pas croire que c'est fini. Je rappelle qu'il reste un peu plus de 10 millions de prises à construire et que sur plein de territoires, on n'est pas à la fin, mais on est encore en plein boom et en plein déploiement dans pas mal de régions de France qui sont parties peut-être un petit peu plus tard. Donc encore 10 millions de prises à construire pour notre filière. Je rappelle aussi que ce chantier a été un chantier exemplaire. J'ai simplement cité là les chiffres d'équivalents temps plein qui ont été mobilisés par l'ensemble des acteurs de cette filière. Donc c'est à peu près 40 000 ETP qui ont été mobilisés, qui ont été créés grâce à pas mal d'initiatives. On entendra tout à l'heure, donc je crois, le président d'Objectif Fibre qui s'exprimera. Donc au sein d'Objectif Fibre, on s'est rassemblés, on a construit des références métiers, on a labellisé des formations, on a créé des plateaux un peu partout en France pour former donc toutes ces personnes qui aujourd'hui construisent ces réseaux dans toutes les régions. Et donc si j'affiche cette diapo, c'est pour dire qu'aujourd'hui, une de nos responsabilités, c'est bien entendu de penser à l'après. Pour notre filière, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire au sein du contrat de filière, donc avec nos fédérations partenaires, la Fédération française des télécoms au premier rang, mais aussi le CICABEL et l'AFNUM. Donc on travaille sur pas mal de chantiers, notamment sur ce chantier des métiers de demain. Je vous ai mis en perspective donc quelques grands enjeux pour notre filière. Le premier, bien entendu, qui est pas sur cette diapo, mais Vincent en a parlé tout à l'heure, c'est l'international. Nos 3 cibles, ça doit être le hasard, je pense. C'est les 3 pays que tu as cités, bien évidemment. Beaucoup de nos intégrateurs aujourd'hui sont au rendez-vous et aussi de nos opérateurs d'infrastructure d'ailleurs. Je sais pas si le modèle s'exporte pas en Europe, mais quand même, j'entends parler côté Grande-Bretagne d'acteurs français et d'opérateurs d'infrastructure français qui sont quand même bien positionnés et qui ont beaucoup d'ambition. Je pense qu'on les entendra dans la journée des Égérip, et beaucoup de nos intégrateurs sont aussi présents, notamment en Allemagne, où le grand chantier commence enfin après 4-5 ans de teasing et d'annonces. Aujourd'hui, ce chantier démarre et constitue une réelle ambition. La deuxième, bien entendu, c'est tout ce qui va être la vie du réseau. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a construit un réseau pour durer. Donc derrière tout réseau essentiel se cache le sujet de la pérennité, de la vie du réseau en général. Et ça sera donc un très gros enjeu pour notre filière d'être au rendez-vous. Mais d'autres enjeux se dessinent devant nous. J'ai cité le sujet de la 5G. Pourquoi ? Parce qu'au sein du contrat de filière, il y a une commission spécifique qui est consacrée à tous les enjeux de la 5G. Je vous invite à prendre connaissance de la dernière étude qui a été co-construite avec la DGE dans le cadre de ce contrat de filière, et qui commence à donner la place de marché que représente cette nouvelle technologie. La 5G est un véritable levier pour notre filière demain pour démarrer, mais c'est aussi un véritable enjeu pour notre industrie. Il y a aussi des sujets derrière la 5G de réseaux privés, de couverture indoor. Donc là aussi des travaux très intéressants. Et puis se posera certainement, je sais que les collectivités ont toujours un temps d'avance et aiment se positionner en termes d'audace, comme l'a dit le maire en introduction.
et sur la couverture mobile dans les zones rurales autour de cette technologie 5G, mais autour de tous les sujets des objets connectés. Je pense qu'il y a encore des beaux défis devant nous. Et puis enfin, ça sera le sujet de cet après-midi. La FIRIP est devenue infranum. Le NUM, c'est bien le sujet. On parle pas de territoire intelligent. Nous, on parle plutôt de territoire connecté et durable. C'est plutôt le vocable qui a été choisi au sein du contrat de filière, en partenariat d'ailleurs avec l'ensemble des associations de collectivités. Donc ce sujet des territoires connectés et durables, les enjeux que ça représente pour notre filière, mais aussi pour l'ensemble des collectivités, est une vraie possibilité de rebond aussi pour l'ensemble de nos entreprises. Et donc on travaille aujourd'hui aux côtés des autres associations de l'ensemble des associations de collectivités, aux côtés de l'État, pour essayer de faire naître un petit peu, je dirais qu'on est à peu près au même moment que la construction du plan France Très Haut Débit. Aujourd'hui, derrière ces territoires connectés et durables, il faut parler de standardisation, il faut parler des charges de bonnes pratiques, et il faut trouver des modèles économiques à l'ensemble de ces projets. Donc c'est un petit peu le défi qu'on s'est fixé, qu'on est en train d'essayer de relever. Et je vous invite d'ailleurs à venir nous retrouver derrière des événements qu'on est en train de co-construire avec le contrat de filière. Un événement qu'on appelle les ateliers des territoires connectés durables, appelé la trêve du Covid. On va reprendre notre Tour de France. Et je vous invite à venir nous rejoindre très prochainement. On devrait se retrouver justement en Auvergne-Rhône-Alpes, donc autour du campus numérique de Lyon pour une prochaine édition. J'ai vu que on avait aussi Le Havre qui était dans la salle et qui était représenté aujourd'hui. On devrait aussi y faire une étape avec les ATC. Donc rendez-vous demain pour parler de ce défi de notre filière autour des territoires connectés et durables, dont vous allez beaucoup parler cet après-midi avec l'ensemble de tes acteurs et de tes partenaires. Merci Hervé Rasclar, merci beaucoup. Julie Barenton-Guillas, c'est votre première fois aux États généraux des RIP. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la Vice-Présidente. Vous êtes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique pour la région Normandie, qui est une région historiquement très impliquée dans le numérique, notamment dans la médiation, notamment dans l'inclusion numérique, mais pas que, puisque post-fusion et même encore avant, il y avait déjà énormément de travaux sur la coordination et la mise en œuvre des réseaux. Donc, je vous laisse nous donner votre vision aujourd'hui de ce numérique, à la fois sur le plan des infrastructures et ce que fait la région dans ce domaine-là, mais aussi une perspective un peu plus lointaine sur le parti que vous souhaitez tirer, le profit que vous souhaitez tirer de ces réseaux. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, de représenter le président Morin et la région Normandie dans cette 11e édition des États généraux des RIP, dans un territoire, je crois, la Côte-Fleurie qui a été précurseur. Je voulais saluer et remercier l'ensemble des représentants des entreprises, des élus, des collectivités qui investissent également dans les RIP, les services de l'État et puis l'ensemble des participants. Vous remerciez également Sébastien et votre société de nous permettre aujourd'hui de nous réunir en présentiel. Je n'étais pas dans les précédents, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde. C'est clair. Vous dire que effectivement la crise sanitaire que je viens d'évoquer a renforcé en fait l'évidence des enjeux stratégiques liés au numérique et aux usages du numérique et on va dire des enjeux qui se sont encore davantage imposés à nous et qui ont renforcer cette nécessité pour notre économie, notre société d'être connectés. Et donc nous a conforté dans le choix qui a été fait par la région d'investir massivement dans le très haut débit. Aujourd'hui, donc en Normandie, c'est bien donc la couverture à 100% en fin 2025 qui est visée, avec 85% fin 2023.
Voilà, donc une région Normandie qui a investi massivement, à hauteur de 250 millions d'euros, avec cette volonté d'équilibre territorial, en mettant en place une enveloppe de solidarité territoriale. Aujourd'hui, en Normandie, c'est 62% des locaux qui sont raccordables. Donc la collectivité et la région a évidemment participé, mais les départements fortement. Et du coup, j'en profite pour remercier cet investissement massif des départements et aussi cet engagement à accélérer le déploiement de la fibre en Normandie, qui est fort et qui est en cours. Donc 62% des locaux, mais surtout et déjà l'ensemble des zones d'activité, des établissements d'enseignement, enfin l'économie qui est déjà connectée, ça c'était déjà capital. Donc je voulais remercier donc maîtres d'ouvrage, départements, financeurs pour leur investissement. On a effectivement, enfin il faut souligner le dynamisme actuel de la filière, très fort, mais toujours quand même des retards. Donc il faut qu'on reste mobilisé, des retards dans la construction de ces réseaux qui sont liés évidemment à des difficultés opérationnelles. Alors on en a déjà parlé tout à l'heure, des soucis de main d'œuvre. On a eu la crise, mais pas que. Et puis des difficultés aussi liées à la réglementation, qui font, réglementation, j'entends pour des difficultés aussi d'adresse pour le raccordement final, qui font qu'aujourd'hui finalement on a cette colère, et vous en parliez tout à l'heure, comme vous le disiez, à 100 mètres les voisins sont raccordés et pas nous, donc la colère est quand même, on la sent bien, donc il faut rester mobilisé encore, et puis être à l'écoute. Sur le sujet de la qualité et de la résilience des infrastructures, là pareil, on sent que le constat et la prise en compte est faite par l'ensemble de la filière, notamment sur la qualité du raccordement final. Mais là encore, je crois que le travail est déjà entrepris, est déjà commencé. Et on l'a vu dans les groupes de travail qui sont déjà mis en place. Pour ma vision de demain, je pense qu'on va en reparler aussi beaucoup cet après-midi. Voilà, je pense que c'est le sujet. Le sujet. Bon, je vais déjà quand même évoquer rapidement, effectivement, l'accompagnement de la région Normandie. Vous en parliez sur la médiation. On vient de voter en assemblée plénière les modifications de notre politique d'accompagnement à la médiation numérique, avec un nouveau, on va dire une nouvelle marque, Normandie Connectée, qui est dans le même esprit de maillage territorial. On l'a fait sur la mise en place du THD, où on a investi pour équilibrer l'ensemble, enfin pour connecter l'ensemble de la Normandie. Sur la médiation numérique, on cherche aussi à équilibrer en tout cas accompagner l'ensemble des territoires normands, où qu'ils soient, dans cet accompagnement à l'usager, qu'il soit. Alors au départ, on était plus il y a quelques années en ex-Basse-Normandie, et puis en Normandie sur l'accompagnement de l'usager, sur cette politique d'espace public numérique, où notre but était donc d'accompagner le citoyen à cette capacité à utiliser les usages. Et aujourd'hui, on accompagne également l'évolution et en tout cas le déploiement des tiers-lieux numériques, qui sont un peu un sujet depuis quelques années, et l'État s'en est emparé. Donc l'idée, c'est en fait aujourd'hui d'accompagner les espaces publics numériques, les tiers-lieux, dans cette volonté de se rapprocher et d'être au service de différents territoires, des besoins du territoire et de différents publics. Donc ça, c'est une volonté donc de faire émerger ces lieux, de les accompagner dans leur transformation et dans cet esprit toujours d'équilibre territorial.
Et puis bon, ben demain, voilà, on va tous être connectés très vite. Et cette connexion va nous permettre de déployer enfin, en tout cas, on parlait tout à l'heure des territoires connectés, voilà, de déployer une nouvelle économie en fait, une nouvelle économie sur laquelle on réfléchit en tout cas aujourd'hui à comment nous région Normandie on peut accompagner les acteurs, qu'ils soient entreprises, collectivités, mais on en reparlera tout à l'heure, je pense. Et comment articulez-vous ce sujet du numérique avec vos deux autres portefeuilles, que sont la recherche et l'enseignement supérieur? Aujourd'hui, il y a des en enseignement supérieur, il y a des formations sur ces métiers-là. On forme massivement. Et puis, en termes de recherche, est-ce qu'il y a aujourd'hui des programmes de recherche autour du numérique qui se développent? Alors oui, on a des vrais programmes de recherche. On a des laboratoires qui sont assez pointus, des formations assez pointues. Alors l'idée aujourd'hui, c'est on est un peu dans cette phase de recensement un peu des besoins aussi, puisqu'on a alors notamment tous les besoins qui sont liés autour de la cybersécurité qui se font fortement ressentir, et des besoins qui sont en termes de formation initiale, mais pas que. On a aussi des gros besoins au niveau formation tout au long de la vie. On a le sujet de jeunes Normands qui sont formés ici, mais qui finalement, qui sont formés ici en Normandie, mais qui finalement ont la tentation de partir ailleurs parce que des belles possibilités. Donc un vrai sujet dans beaucoup de filières économiques de la région de retenir leur personnel. Donc peut-être ce sujet, donc formation tout au long de la vie. Enfin voilà, on est dans cette réflexion. Alors au niveau du service numérique de la DAN, on est dans cette réflexion du numérique depuis longtemps. Au niveau de l'enseignement supérieur aussi, mais sur des sujets pointus de recherche. Et aujourd'hui, on a aussi ce besoin de services voilà, liés autour de la cyber, et puis les sujets émergents sur la data, sur l'IA. Donc on est vraiment dans cette dans cette réflexion qui s'encadre, qui se fait autour de on va dire, on va construire notre nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche là. Donc c'est un vrai sujet qu'on va travailler dans l'année qui vient. Voilà. Super. Merci beaucoup. On vous applaudit, Madame la Vice-présidente.